Bonsoir tout le monde. Alors, merci de vous joindre à nous ce soir pour le webinaire La solution idéale adaptée, la prise en charge de l'hémophilie A à chaque patient. Donc, comme vous pourrez le voir ce soir, nous sommes dans le contexte virtuel via la plateforme Zoom et pour vous présenter un petit peu les fonctionnalités de la plateforme, vous verrez que nous aurons des questions qui vous seront adressées euh, lors des présentations par les conférenciers et vous aurez l'occasion à ce moment-là de répondre, de sélectionner vos choix de réponse qui peuvent être multiples en cliquant sur les différentes options qui concernent votre situation et en cliquant sur Envoyer pour qu'on puisse voir l'ensemble des réponses soumises. Le deuxième petit point à noter, c'est que les questions, on fera ce soir, vous remarquerez que les participants, vous êtes dans un contexte où on ne vous voit pas et on ne vous entend pas non plus. Donc, pour les questions, il faut les adresser en cliquant sur le Q&A là, pour question and answer. Vous pouvez là, inscrire vos questions et également voter sur les questions qui vous intéressent, de sorte qu'on va les cibler en priorité pour les poser à nos conférenciers. Vous verrez que notre conférence aura 3 panélistes et donc, au cours des différentes présentations, entre chacune d'entre elles, on pourra poser les questions peut-être un petit peu plus techniques ou de points de clarification concernant la présentation individuelle de la personne qui vient de présenter. Par contre, dans un souci de dynamisme de la rencontre, puis pour permettre des échanges, la période de questions sera réservée à la toute fin pour s'y attarder là, davantage et permettre les échanges de points de vue entre nos différents panélistes. Donc, vous voyez justement pour un essai, vous avez à votre écran une question brise-glace qui vient de vous apparaître avec deux possibilités, deux questions en fait qui vous sont posées. Donc, si vous voulez bien, je vous invite à y répondre dès maintenant et on va voir les résultats. Donc, vous cliquez et vous faites soumettre. Et donc, je crois que ça a bien fonctionné. On voit ici de notre côté que 86 de nos participants ce soir sont du Québec et on a 14 des provinces de l'Atlantique et donc une population où la majorité sont adultes, 57 29 adolescents et 14 patients pédiatriques ou peut-être leurs parents à ce moment-là. Donc, merci beaucoup d'avoir participé pour cette première question. Il semble que tout fonctionne bien. Alors, pour rentrer dans le vif, et vous verrez aussi effectivement sur ce qui est encerclé en rouge là, que je n'ai pas mentionné, mais simplement souligner que si vous voulez, vous pouvez utiliser le point d'envoyer vos questions de façon anonyme pour que ce soit dirigé directement à une de nos personnes qui fait la facilitation. Sinon, on va voir l'ensemble, on va voir vos questions, là, puis les gens pourront y commenter également. Donc, ce soir, dans un premier temps, sur les aspects techniques, à nouveau, les clauses de non-responsabilité. Donc, pour vous faire part que cette présentation est offerte grâce à une collaboration avec la SCH, la Société canadienne de l'hémophilie, et la SCHQ par l'entremise de moi-même. Et la diffusion et bien sûr vos professionnels de la santé locaux. Le contenu a été développé par les conférenciers et non pas influencé par les commanditaires. Pour maintenir et éviter en fait l'idée promotionnelle, aucune marque de produit ne sera mentionnée pendant la présentation. Il est à noter que le soutien financier et cette présentation est rendu possible grâce à Takeda Canada.
Nos panélistes de ce soir, donc, nous avons Dr Jean Saint-Louis, hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et au CHU, Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine. Nous avons l'infirmière Claudine Amès, clinicienne pivot au Centre d'hémostase et des inhibiteurs, de même à CHU Sainte-Justine. Un conférencier patient, M. Jérémy Lagagnère, et moi-même, Bruno Jeune Breton, je suis le président de la Société canadienne de l'hémophilie, section Québec. Le support technique est fourni grâce à Meducom Health, qui fait l'arrière-scène pour les aspects techniques. Les objectifs d'apprentissage pour notre présentation de ce soir. Donc, dans un premier temps, on abordera les approches thérapeutiques actuelles pour les patients atteints d'hémophilie A sans inhibiteur au Canada. Ensuite, on verra comment la prise en charge de l'hémophilie A peut être en fonction de la vie de chacun. Et on ira sur les bienfaits d'une stratégie de prise en charge personnalisée pour une personne atteinte d'hémophilie A. Donc, sans plus tarder, nous aborderons dans un premier temps par le médecin l'hématologue Jean Saint-Louis le point de vue d'un médecin, justement. Alors, Jean Saint-Louis, je vous passe la parole. Docteur Saint-Louis, est-ce que vous avez accès à la présentation? Oui, je suis là. Merci, bon. Parfait. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, même si, en tout cas, si vous êtes comme moi, on préférerait être ensemble que d'être devant un écran. Mais je veux remercier la Société canadienne d'hémophilie et la section Québec aussi d'organiser une réunion comme celle-ci. Je pense que ça peut briser un peu l'isolement qu'on peut ressentir dans les circonstances qu'on est, même si ce n'est pas l'idéal. Il y a des avantages d'être en mode virtuel, il y a des avantages, mais je suis bien heureux de pouvoir être là ce soir et puis une réunion qui est multidisciplinaire avec la participation d'un de nos jeunes patients et l'occasion de poser des questions. Je pense qu'on veut que ce soit, je l'espère, détendu et puis que vous vous sentiez libre de poser aussi des questions un peu plus tard. Donc, le thème important qu'on aborde ce soir, qui nous a été suggéré aux conférenciers, c'était celui de la personnalisation des soins. Et moi, je vais l'aborder du point de vue d'un médecin. Donc, je vais voir pour la prochaine diapositive. Oui, je reviens en arrière. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier, la personnalisation de l'hémophilie? Pourquoi on en parle? Bien, souvent, pour beaucoup de médicaments, en fait, si on prend par exemple, si vous avez à recevoir un antibiotique pour une infection, on va dire, bien, la dose, c'est 500 mg 2 fois par jour pendant 10 jours. On ne va pas dire, bien, vous, ça va être 480 et puis vous, ça va être 400 mg pour 3 jours. Bien souvent, en médecine, les traitements qui sont recommandés sont souvent des traitements où la même dose ou le même régime thérapeutique s'applique à tout le monde. Et dans une situation comme l'hémophilie, ça peut vouloir dire, si on avait cette approche-là, que cette dose-là peut-être ne convient pas à tout le monde, puis à ce moment-là, c'est le patient qui doit adapter son mode de vie par rapport aux effets que donnerait une dose universelle ou fixe pour tout le monde. Bien, on se rend compte que c'est beaucoup plus avantageux, au fond, quand c'est possible, de personnaliser le traitement, puisque les circonstances de chacun peuvent être très différentes. Et c'est vraiment une tendance depuis les dernières années de mettre l'emphase sur cet aspect-là du traitement de l'hémophilie qui peut ou qui doit, qui devrait être personnalisé autant que possible. Et c'est pour ça qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Ce n'est pas un concept nouveau pour les médecins. Et en fait, vous le savez, si vous avez parlé à certains de vos amis ou parents qui seraient eux aussi hémophiles, que la même dose et la même cédule de traitement n'est pas recommandée déjà depuis longtemps pour tous les patients. Ce n'est pas non plus un concept nouveau pour vous, les patients, parce que de tout temps, on sait que les patients ont fait des ajustements à leur traitement.
en fonction de leur propre réaction au traitement et de la perception qu'ils avaient, les patients, de ce qui leur convient le mieux. Alors, le médecin peut dire, bien, voici quelle dose on suggère, mais c'est clair que bien souvent, les patients jugent qu'ils peuvent adapter un petit peu le traitement parce qu'ils se connaissent, puis au fond, ils cherchent eux aussi à avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on a maintenant donc une gamme de produits pour traiter l'hémophilie qui ont parfois des propriétés différentes. Entre autres, ils peuvent avoir une demi-vie différente. Donc, on va aborder ce concept-là ensemble. Il y a aussi, depuis quelques années, des outils qui permettent de mieux prédire les niveaux sanguins des facteurs qui vont être atteints selon donc les traitements qui sont proposés ou qui sont administrés. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup de ce qui est, on pourrait parler quand on parle d'adapter le traitement à chaque patient, de personnaliser le patient, on va parler donc des doses, on va parler des pourcentages de facteur 8 qu'on peut mesurer dans le sang ou qui sont atteints dans le sang. On va parler aussi de la demi-vie des produits. Puis avant d'aller tout de suite à vous montrer des courbes et à discuter de ces concepts-là, je voulais quand même m'assurer qu'on avait ensemble peut-être une compréhension commune de ce dont on parle. Alors, quand on parle, par exemple, d'un adulte qui pèse environ 70 kilos, bien, le sang d'un adulte, ça représente 5 kilos ou 5 litres du poids d'un adulte. Donc, on dit qu'un adulte, et puis c'est proportionnellement plus petit chez un enfant, mais un adulte, son corps contient environ 5 litres de sang. Maintenant, le sang est constitué des globules rouges principalement, un petit peu de globules blancs et de plaquettes, mais donc on peut dire qu'il y a environ 2 litres de globules rouges, puis 3 litres de ce qui s'appelle le plasma. Donc, si on veut, le sang, c'est un peu comme de la soupe. Il y a les nouilles qui sont les globules, mais le bouillon, c'est le plasma. Alors, c'est dans le plasma, dans le bouillon, qu'est le facteur 8. Donc, un adulte aurait à peu près 3000 millilitres de plasma ou 3 litres ou 3000 millilitres de plasma. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une unité de facteur 8 ou une unité de facteur 9 ou une unité de facteur von Willebrand ou une unité de facteur 7? C'est la quantité de ce produit-là, de cette protéine-là, présente dans 1 millilitre de plasma. Ça veut dire que ça, c'est la même définition pour tous les facteurs. On dit qu'une unité, c'est ce qu'il y a dans 1 millilitre de plasma normal. Et quand il y a une unité par millilitre, ça veut dire qu'on a 100% de la quantité normale. Maintenant, on peut être normal puis être à 60% ou à 120%. Pour définir qu'est-ce que c'est une unité, on prend une trentaine ou une quarantaine de personnes normales, on met tout leur plasma ensemble, puis on dit, bien, le mélange, par définition, contient une unité par millilitre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on prend, par exemple, une personne qui est hémophile, puis on dit qu'elle est hémophile sévère, ça veut dire que son plasma contient 1% de la quantité normale, entre 0 et 1% de la quantité normale de facteur 8. Ça veut dire que dans les 3000 millilitres ou les 3 litres de plasma du sang de cette personne-là, au lieu d'y avoir 3000 unités, il y en a juste 30 unités, ce qui représente à peu près 1%. Puis si on veut faire monter la quantité de facteur 8 dans le plasma de cette personne-là, bien, ça fait du sens que si on lui donne 3000 unités, ça vient, au fond, amener la quantité à 1 unité par millilitre ou 100% du facteur 8. Donc, quand on calcule les doses en unités, c'est pour ça que bien souvent, c'est sûr que ça dépend selon le poids, parce que plus on est corpulent, plus on a un volume sanguin plus grand, moins on est corpulent, moins notre volume sanguin est grand. C'est pour ça qu'en général, on va dire, bien, pour aller de 0 à 100%, on va calculer 50 unités par kilo. Mais si on est, mettons, à 65 kilos fois 50, ça donne à peu près 3000 unités. Mais
en général, 3000 unités pour le facteur 8, c'est une dose adéquate. Vous allez me dire s'il y a des personnes parmi vous qui ont une déficience en facteur 9, donc qui sont des hémophiles B, pourquoi est-ce que c'est le double? Bien, parce que quand on donne du facteur 9, tout de suite, il y en a une partie qui sort des vaisseaux sanguins et qui va dans les tissus. Donc, on dit que le facteur 9 se distribue déjà rapidement en dehors du volume sanguin. Il ne reste pas juste dans le plasma, il va rapidement dans le tissu interstitiel. Mais en gros, pour le facteur 8, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est intéressant de noter, vous le voyez ici sur une courbe, que si on donne 50 unités par kilo ou à peu près 3000 unités à un hémophile sévère qui est à 0 %, son niveau va monter tout de suite à 100 %. Mais on va voir que le corps dégrade ou détruit ou élimine naturellement le facteur 8. Donc, le facteur 8 qui a été administré, au bout d'un certain temps qu'on appelle la demi-vie, il va passer de 100 à 50. De 50, il va passer à 25. De 25, il va passer à 12,5. Il va passer à 6. Il va passer à 3. Donc, ce qu'on appelle la demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que le facteur 8 s'élimine de la moitié. Alors, si on donne 50 unités par kilo, ou 3000 unités à quelqu'un, son taux va monter à 100 %. Si la demi-vie chez cette personne-là est de 12 heures, au bout de 12 heures, il en reste déjà juste 50 %. Après un autre 12 heures, donc le lendemain de la dose, il n'en reste que 25 %. Le lendemain soir, il en reste 12 %. Puis le lendemain matin, donc 48 heures plus tard, vous voyez qu'on est rendu à 6 %. Alors, si on donne 25 unités par kilo ou, mettons, 1500 unités, on monte moins haut, mais vous voyez que la vitesse à laquelle ça s'élimine de moitié est la même. Donc, si on donne le double de la dose, ici, on donne 2 fois plus que là, on donne 50 unités par kilo, bien, déjà, au bout de 12 heures, c'est comme si on repartait à zéro. Vous voyez que la demi-vie, c'est comme une auto qui se déprécie beaucoup dans sa première année. Les niveaux de facteur 8 se déprécient beaucoup dans les premières heures parce qu'à chaque demi-vie, à chaque 12 heures, mettons, ça diminue de moitié. Donc, c'est comme une dépréciation ou une diminution rapide des taux de facteur 8. C'est pour ça que, par exemple, si quelqu'un se traite le lundi et le mercredi et le vendredi, bien, s'il se donne toujours la même dose, si on remarque du dimanche au lundi, il n'en resterait plus beaucoup. Mais donc, si on ne veut jamais passer en bas de ce niveau-là, il faudrait en théorie se donner une dose qui serait 4 fois plus élevée le vendredi pour rester au-dessus d'un certain seuil jusqu'au lundi matin. Alors, si, par exemple, peu importe la dose, si je me traite le lundi matin avec 2000 unités, puis je monte à 40 %, puis il en reste 5 % le mercredi matin, je recommence. Si le vendredi, je veux encore être à 5 % le lundi, il faudrait que je me donne non pas 2000 unités, mais 8000 unités pour qu'il reste encore 5 % le vendredi, à cause de cette dépréciation-là qui est très rapide, puis qui fait qu'au bout de 48 heures, les taux qui restent sont relativement faibles. Ça, c'est pour, admettons, une demi-vie d'environ 12 heures. Alors, il y a des différences entre les individus. Donc, la dégradation, par exemple, de 100 % à 10 à 1 %, elle peut être rapide ou elle peut être plus longue. Et ça, c'est en fonction des caractéristiques de chaque individu. Autrement dit, quand on administre le facteur 8, le corps le dégrade ou l'élimine par des mécanismes naturels qui sont parfois plus rapides chez un individu ou plus rapides chez un autre ou qu'une autre personne. Puis aussi, certains facteurs 8 peuvent être modifiés, ou facteur 9,
de sorte qu'ils sont dégradés plus lentement ou plus rapidement par les mécanismes du corps. Donc, on peut dire qu'un produit peut avoir une demi-vie allongée ou une demi-vie régulière. Donc, on voit que ici, il faut faire attention. Vous voyez que ici, les heures sont régulières, mais ici, c'est une échelle logarithmique. Donc, on voit que c'est pour ça que la courbe, elle est droite au lieu d'être incurvée comme on le voyait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça implique pour ça? Pourquoi on en parle? Bon, je vais revenir ici. C'est qu'il faut comprendre l'importance des niveaux de facteur 8 qui sont atteints ou qui sont présents à un moment donné pour voir dans quelle mesure, comme hémophile, une personne est plus ou moins protégée. D'où vient cette notion-là que certains niveaux de facteurs sont plus importants ou confèrent une protection plus grande? Mais si on regarde juste à l'état naturel, sans même donner de traitement, mettons qu'on remontait 200 ans en arrière, quand il n'y avait aucun traitement pour l'hémophilie, bien, on constatait qu'une personne dont le niveau de facteur 8 était inférieur à 1 %, elle avait des hémorragies spontanées 1 ou 2 fois par semaine. Donc, ces niveaux-là occasionnaient un taux de saignement très, très élevé. Par contre, si quelqu'un avait, étant donné le type de mutation, une forme d'hémophilie qu'on peut dire modérée, de 1 à 5 %, par exemple, une personne qui a 3 ou 4 % de facteur 8, en général, en moyenne, ces gens-là, avant l'époque des traitements, avaient des hémorragies moins souvent, peut-être un saignement spontané par mois ou 2 au lieu de 1 ou 2 par semaine. Et donc, ils avaient, autrement dit, leur sévérité d'hémophilie était moindre. Puis, encore maintenant, c'est pas rare d'avoir, par exemple, un hémophile qui a un niveau de facteur 8 légèrement abaissé, puis on va qualifier de léger entre 5 et 40 %. Il peut arriver qu'on va diagnostiquer l'hémophilie seulement à l'âge de 20 ans ou 25 ans chez quelqu'un qui a un taux de facteur 8 à 15 % ou à 20 % parce qu'à ces niveaux-là, les saignements sont très rares puis surviennent surtout si on reçoit un coup, on est dans un accident ou on subit une chirurgie. Donc, on voit ici que l'hémophile sévère, modérée ou légère, la sévérité des saignements change beaucoup. Donc, ça, c'était un concept qu'on a depuis le début de l'hémophilie et c'est pour ça qu'on classe les patients de cette façon-là. Mais si on est encore plus raffiné, certaines études ont montré, par exemple, des études qui proviennent des Pays-Bas, où ils ont regardé le nombre annuel de segments articulaires qui survenaient chez les hémophiles. Puis, on s'est rendu compte qu'en bas de 1 %, il y avait un taux élevé, mais qu'entre 1 et 5 % ça diminuait très rapidement pour atteindre un taux annuel de seulement un segment articulaire par année à partir de 5 %. Ça ne devenait pas zéro, à moins d'être en haut de 10 %. Donc, il y a comme une courbe ici très, très importante qui fait qu'autrefois, le standard, c'était de viser des niveaux supérieurs à 1 % pour la prophylaxie, de jamais être en bas d'1 % parce qu'on savait que si les heures par semaine qui étaient passées avec un niveau de moins de 1 %, plus on était longtemps en bas d'1 %, moins on avait de chances de ne pas avoir de saignement. C'est un graphique qui est probabilité d'absence d'hémorragie. Donc, plus longtemps on est en bas d'1 %, plus on a de chances d'avoir une hémorragie au cours d'une année. Puis ça, c'était la courbe ici pour les enfants puis pour les adultes. Donc, on sait que le temps qui est passé en bas de 1 % augmente beaucoup les risques de faire des hémorragies, mais que même entre 1 et 5 % il y a un avantage marqué avec une diminution des risques de saignement. Donc, de nos jours, on va viser certainement des niveaux supérieurs à 3 % si on le peut, et même supérieurs à 5 % quand c'est possible. Donc, c'est de là l'importance de maintenir des niveaux
adéquat. Vous allez revoir tout à l'heure une diapositive, mais c'est sûr que c'est aussi fonction du taux de risque ou du mode de vie qu'on vit par rapport à ces données-là. Donc, ce que j'ai montré ici, on ne nous dit pas quel âge ont les patients, qu'est-ce qu'ils font comme type de travail, est-ce qu'ils font un travail manuel, un travail de bureau, est-ce qu'ils exercent des sports ou non. Et c'est clair aussi qu'au-delà des hémorragies articulaires spontanées, on sait aussi qu'il y a certaines situations qui sont propices au saignement. Par exemple, si on doit subir une opération chirurgicale, c'est clair qu'on doit viser des niveaux de facteur 8 qui sont supérieurs à 50 et même le jour de l'opération supérieur à 100 Si on pratique des sports de contact où on a souvent des traumatismes importants ou des risques de chute, bien, il faut probablement, si on veut qu'il n'y ait aucun saignement, avoir des niveaux plus élevés. Puis vous voyez ici que pour des activités physiques qui sont pas associées avec des traumatismes articulaires, on peut avoir des besoins qui sont relativement modestes. Et si une personne est très, très sédentaire et à des niveaux de 1 à 3 sont efficaces. Alors, ce genre de courbe-là, vous allez en entendre parler de plus en plus, ou c'est de plus en plus, disons, des concepts importants qu'on réalise maintenant. Puis, ce que je voulais dire ici, vous voyez que le problème, c'est qu'on n'est pas tous faits pareil. Tous les hémophiles, donc, sévères, ou tous les hémophiles modérés, ou tous les déficients en facteur 9 sévères, quand on leur administre leur traitement, la façon dont ils réagissent à l'infusion du traitement n'est pas la même. Alors, si vous regardez ici, chacun des points rouges ici représente le niveau de facteur 8 atteint après une dose de 50 unités par kilo, mettons. Et vous voyez qu'une personne pourrait avoir seulement 50 puis une autre peut être à 200 Donc, on voit qu'avec la même dose, deux individus vont gérer le facteur 8. Leur organisme va réagir différemment au facteur 8. Puis, on voit aussi qu'avec le temps, la rapidité avec laquelle le facteur 8 se dégrade ou s'élimine du corps est plus rapide chez certains et moins rapide chez d'autres personnes. Donc, c'est là que c'est important. Alors, quand on parle d'individualisation, on parle de cet aspect-là que notre réaction au facteur 8, la réaction des patients au facteur 8 n'est pas la même. Puis on parle aussi d'un autre aspect sur lequel je pense que c'est bon de souligner dans cette diapositive-là, c'est qu'on a aussi peut-être des besoins ou des objectifs différents. Donc, un autre aspect du concept d'individualiser les soins, c'est de chercher à comprendre pour les équipes traitantes qu'est-ce que le patient recherche comme étant ses priorités à lui, ses objectifs à lui pour adapter, au fond, le traitement à ses besoins. Donc, ce n'est pas juste une question de mesurer par des prises de sang des pourcentages de facteur 8, c'est aussi de tenir compte de l'étape de la vie dans laquelle est le patient, quels besoins il peut avoir en fonction de son étape de vie, de son style de vie, de ses priorités. Et ça, ce n'est pas que le médecin qui est concerné par ça, c'est toute l'équipe traitante, au fond, qui a un certain rôle à jouer pour comprendre les besoins, puis tenter d'apporter des solutions aux besoins au-delà d'ajustement des doses ou de simplement du choix d'un produit. Alors, j'aimerais terminer ma présentation avec un cas qui n'est pas c'est pas le vrai nom du patient, mais c'est quand même une situation assez réelle qu'on rencontre communément quand on est avec des jeunes adultes là, en 2020. Donc, un hémophile qui est un jeune papa de 32 ans avec une hémophilie A sévère a un travail de bureau. Ce n'est pas donc quelqu'un qui fait un travail manuel. Sa cheville droite est parfois douloureuse et ne pratique pas de sport régulièrement. Depuis plusieurs années, sa prophylaxie est avec 2000 unités tous les lundis, mercredis et vendredis.
Et quand on regarde les calendriers de traitement au cours des dernières années, c'est en fait très rare qu'il présente des saignements au cours des dernières années. Donc, jusqu'à maintenant, ça allait assez bien avec son traitement, mais depuis il est papa donc d'une fille depuis 2 ans, puis la fille maintenant est plus grande, elle aime courir, elle aime aller au parc, elle aime être dehors. Donc, il nous dit qu'il fait plus d'activités physiques la fin de semaine. Et depuis 4 mois, il pense avoir eu 2 épisodes de saignement au niveau de sa cheville. Et il a des douleurs plus souvent. Je ne vois pas tout à fait le bas de la diapo, là, mais donc je retourne en arrière. Alors, on a fait lors de sa visite au centre un mercredi, il y a 1 an, le taux de facteur 8 de Georges était à 1% avant l'administration de sa dose. Donc, lui se traite lundi, mercredi, vendredi. Quand il est venu le mercredi, on lui a demandé de ne pas se traiter. On a fait son niveau qu'on peut appeler le niveau creux ou le pré-dose. Donc, juste avant sa dose de prophylaxie, son niveau était à 1%. Et on a, une demi-heure après sa dose, mesuré, son niveau était montré à 35%. On a constaté que par rapport au poids qu'on avait il y a 7 ou 8 ans, son poids était passé de 73 kg à 85 kg. Quand il avait 25 ans, il était un petit peu plus mince que maintenant. Sa cheville à l'examen, elle bouge bien, elle n'est pas figée, elle n'est pas ankylosée, mais elle est légèrement enflée et chaude. Donc, on voit un peu d'inflammation qui est là. Georges nous dit qu'il veut surtout pouvoir jouer au parc avec sa fille sans avoir de la douleur, tout en protégeant sa cheville pour l'avenir. Il est habitué à avoir des saignements de temps en temps, ça ne l'inquiète pas tant que ça. Il se pique depuis qu'il se souvient, donc depuis 25 ans maintenant ou 20 ans, il se pique lui-même. Donc, le nombre d'injections par semaine ne pose pas vraiment de problème. C'est surtout qu'il ne veut pas avoir de douleur ou être incapacité ou empêché de faire une vie normale avec sa fille. Donc, selon son calendrier actuel, est-il bien protégé le dimanche? Bien, on a vu que ce n'était pas tellement le cas parce que le dimanche, ça fait plus de 48 heures depuis sa dose du vendredi. En fin de journée, dimanche rendu au lundi, il est moins bien protégé que le vendredi. S'il se traite le vendredi matin, rendu au dimanche matin, ça fait déjà 48 heures. Il y a eu 4 demi-vies, 4 fois que son niveau a baissé, donc il est rendu à 1%. Ça veut dire qu'entre le dimanche matin et le lundi matin, il va être à moins qu'1%. Compte tenu de sa prise de poids, la dose actuelle est-elle encore suffisante? Qu'est-ce que c'est vraiment ses objectifs? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs, lui et son équipe de traitement? Puis, les questions qu'on peut se poser, c'est quelle partie des changements qu'on pourrait voir sur un rayon X sont irréversibles versus ce qui peut être réversible. Alors, je vais vous montrer une série d'options, puis on va vous demander de voter, vous, qu'est-ce que ce serait pour vous votre préférence, puis vous pouvez cocher plus qu'un. Mais parmi les solutions possibles, on pourrait modifier le calendrier de traitement pour dire, Georges va se donner 2000 le samedi, 2000 le dimanche, 2000 le mardi et 2000 le jeudi. Ça veut dire que les jours de fin de semaine, il va être très bien couvert, puis les jours de la semaine, un petit peu moins bien parce qu'il est sédentaire. Ou il pourrait se donner aussi 1000 unités à tous les jours, puis comme ça, il serait toujours mieux protégé, probablement avec des niveaux de jamais en bas de 3%, avec quelque chose comme ça. On pourrait aussi mieux étudier sa pharmacocinétique, donc faire davantage de prise de sang et calculer sa demi-vie pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle est avant de modifier la dose. On pourrait envisager un produit dont la demi-vie est plus longue, puis rester à 3 fois par semaine, ou même peut-être envisager 2 fois par semaine, un jour avec un produit, mais avec des doses beaucoup plus élevées. On pourrait fournir un support ou une semelle adaptée qui lui permettrait de marcher plus la fin de semaine sans avoir de la douleur. On pourrait ajouter ou utiliser plus fréquemment du célécoxib, c'est un anti-inflammatoire, ou de l'acétaminophène pour contrôler la douleur. On pourrait l'encourager à perdre du poids et à se remettre en forme.
Et on pourrait aussi encourager le renforcement musculaire au niveau de sa jambe avec l'aide de la physiothérapeute. Donc, est-ce qu'il y en a dans ça qui vous paraissent plus attrayantes? Qu'est-ce que ce serait, vous, vos préférences ou vos réponses pour ça? Je vous donne l'occasion de voter maintenant. Alors, je vois que, merci pour vos réponses. Donc, je vois que l'utilisation des médicaments antidouleurs est moins populaire, mais elle n'est pas exclue. Encore une fois, toutes ces réponses-là sont bonnes. Il n'y a aucune qui est mauvaise. Elles sont, et c'est probablement au fond d'avoir la combinaison de plusieurs de ces solutions-là qui permettrait au fond d'adapter le traitement à la situation particulière de Georges. Oui. Ah, je vois que perdre du poids, vous étiez favorable à ça. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Donc, ça, c'est c'est pas toujours si facile. Mais en tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, il n'y a pas une bonne réponse, mais ça fait partie des conversations qu'on devrait avoir maintenant quand il y a des rencontres avec votre médecin, votre infirmière, votre physiothérapeute. Cette idée-là d'apporter peut-être une modification au traitement qui tienne compte de vos besoins et des caractéristiques de votre réponse au traitement. Et puis, Claudine va nous parler davantage maintenant des outils qui peuvent être utilisés pour ça. Mais avant, je pense que s'il y avait une ou deux questions de clarification, on pourrait la prendre. Oui. Oui, merci beaucoup, Dr. Saint-Louis, pour cette présentation-là, riche dans les détails à considérer pour avoir un bon traitement adéquat pour l'hémophilie pour un patient. On a eu effectivement des questions qui sont rentrées pendant votre présentation, puis je pense qu'une, en fait, l'objet de vote, on mentionnait sur la fin de la présentation, plutôt dans les options ici, là, en lien avec la pharmacocinétique. Quand est-ce que je devrais obtenir une pharmacocinétique? Était une des questions posées. Mm-hmm. Donc, obtenir une pharmacocinétique, ça consiste au fond à faire un certain nombre de prises de sang avant et après une injection de facteur 8 pour déterminer le niveau de facteur 8 atteint et à quelle vitesse aussi le facteur 8 se dégrade. Alors, on peut le faire pour un produit donné une fois et on pense que ça a tendance à rester stable par la suite. Donc, notre demi-vie, au fond, pour un produit donné reste stable. Donc, on peut le faire une fois si on veut justement envisager une modification de traitement. Il y a une forme, au fond, plus simplifiée de pharmacocinétique qui consiste à mesurer le niveau creux, donc le niveau avant une injection et le niveau après. Ça ne permet pas de calculer de façon très précise ce qu'on appelle la demi-vie, mais ça permet de s'assurer que le niveau qu'on a avant la dose n'est pas en bas d'un seuil minimum qui est important de maintenir. Donc, en général, par exemple, à la clinique de Sainte-Justine pour les adultes, on va toujours mesurer, si le patient est d'accord de venir et de suivre les consignes, on va mesurer les niveaux avant et après une injection quand il vient à son rendez-vous annuel et on peut au moins lui dire c'est quoi son niveau creux. Pour pouvoir faire la pharmacocinétique, maintenant, il faut que le patient reste au moins de 3 à 4 heures après l'injection pour avoir une deuxième ou une troisième prise de sang. Et là, avec les outils dont Claudine va nous parler, on peut calculer la demi-vie pour cet individu-là particulier. Très bien. Bien, merci beaucoup pour cette présentation-là et ces détails sur la pharmacocinétique. Et effectivement, sans tarder, on pourra passer à la présentation de Claudine, comme vous le mentionnez, pour entendre la perspective de l'infirmière dans la personnalisation des soins. Alors, Claudine, je crois que pour l'instant, le micro est encore en sourdine. Et là, voilà, je pense que tu as accès à la présentation. Oui. M'entendez? OK. Oui, très bien. Merci.
Alors, bonjour tout le monde. Je suis très, très heureuse de partager un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est la personnalisation des soins aux hémophiles. Je remercie beaucoup la Société canadienne de l'hémophilie pour cette invitation. Je remercie aussi la compagnie Takeda de nous avoir mis en contact avec la compagnie Medicom Health pour tout le soutien technologique depuis le début de la préparation de cette présentation. OK. Alors, la médecine personnalisée, écoutez, je vais quand même, nos deux présentations, Dr. Saint-Louis et moi, vont se chevaucher et vont se compléter. Alors, moi aussi, je vous parle de médecine personnalisée, mais peut-être sous un autre angle, puis avec, comme me dit Dr. Saint-Louis, avec les outils qui se présentent à nous en 2020. Alors, c'est comme, c'est le prolongement de la médecine traditionnelle qui était de traiter tous les patients avec le même diagnostic, avec le même plan de traitement. Mais on évolue avec la médecine personnalisée vers en se concentrant sur l'unicité propre du patient. C'est quoi les objectifs? C'est d'arriver à accéder à un plan de traitement optimal le plus rapidement possible, d'offrir des options de doses plus sécuritaires et plus optimales, des doses et des fréquences d'injection de concentrés de facteurs finalement, d'améliorer la capacité d'observance du patient à ces injections puis de facteurs et de permettre au patient d'adapter son traitement en fonction de son mode de vie et non son mode de vie en fonction de son traitement et de réduire effectivement les dépenses globales en santé. Alors, qu'est-ce que c'est le rôle du personnel infirmier dans la personnalisation des soins? Le premier rôle, le plus important de l'infirmière en hémophilie, l'éducation. C'est très, très important que ces patients comprennent la demi-vie du facteur 8 afin qu'ils puissent participer à son traitement. Quand on comprend pourquoi on fait telle chose, on est beaucoup plus prêt à collaborer. C'est quoi un taux maximal puis un taux minimum de facteur 8 puis pourquoi c'est important? C'est quoi les avantages puis les inconvénients de la personnalisation en fonction de la pharmacocinétique? La pharmacocinétique, c'est un des outils de la personnalisation, mais c'est ce que je vais vous parler plus en détail dans ma présentation. L'infirmière va aussi s'assurer de coordonner les soins. Alors, si on veut planifier des tests de demi-vie ou de pharmacocinétique, c'est à peu près le même mot, hein, ça veut dire la même chose. Il faut donner des explications, organiser le rendez-vous, donner des explications sur le moment de se donner son injection, le moment de l'heure d'arrivée, c'est important pour telle raison. Etc., aux patients. Et il faut encourager aussi, motiver beaucoup les patients à entrer leurs données de traitement dans leur calendrier électronique pour pouvoir être en mesure de suivre leur évolution en fonction de leur traitement. Alors, donc, la prise en charge de l'hémophilie, c'est sûr que c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de variantes, dont l'âge et le poids. On a vu ici, dans l'exemple du Dr. Saint-Louis, oui, évidemment, le poids, c'est important pour toutes les personnes pour calculer leur dose en fonction du poids. Le nombre d'unités par kilo, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais il y a aussi le IMC. Donc, si on a un IMC au-dessus de 25, ça, c'est un calcul facile là, qui est vraiment facile à faire, mais qui nous dit si la patiente est en surpoids. Et quand on commence à être en surpoids, bien, les articulations des membres inférieurs vont avoir plus tendance à saigner. Évidemment, il faut considérer la fréquence des saignements du patient, l'état des articulations.
patient qui va développer une articulation cible, ce qui est une articulation qui saigne plus fréquemment que toutes les autres articulations. Ça veut dire qu'il commence à y avoir des dommages dans cette articulation-là. Elle est plus fragile. Évidemment, elle va avoir besoin peut-être de plus de concentrer ou de réduire son niveau d'activité physique pour protéger cette articulation-là. L'observance, la capacité d'observance du traitement recommandé par injection est à prendre en considération aussi. L'accès des patients au centre de traitement de l'hémophilie ou à un hôpital ou à des soins et la capacité de s'auto-injecter est extrêmement important. Les activités, le niveau d'activité, les sortes d'activités, le mode de vie du patient et aussi sa musculature, on aurait pu rajouter, parce qu'un patient qui a une bonne musculature va avoir tendance à moins saigner qu'un autre patient qui est plus fragile. Les objectifs personnels du patient et la réponse pharmacocinétique, le sujet qu'on va détailler plus ce soir. OK. Oups, je vais juste reculer rapidement, là. Bon, c'est correct, je vais passer à celle-là. Je voudrais juste reculer la diapositive, là, mais je n'y arrive pas. C'est pas très grave. Donc, la pharmacocinétique, c'est autrement dit la vitesse qu'on élimine le facteur. Ça dépend de l'absorption du facteur. L'absorption ici est faite par voie intraveineuse, donc ça s'absorbe très, très, très vite. La distribution, elle se distribue partout dans le corps, si on parle du facteur 8. La façon dont le médicament est décomposé, donc la biotransformation et l'expression du médicament. Les objectifs, pourquoi la pharmacocinétique, se préoccuper de la pharmacocinétique, c'est important. Parce qu'un des objectifs de l'hémophilia, comme l'expliquait Dr Saint-Louis, c'est de maintenir un niveau de facteur 8 supérieur à 1% en tout temps à cause du risque élevé de développer des saignements quand on est en bas de 1%. Et il faut considérer aussi que la pharmacocinétique varie d'une façon très importante d'une personne à l'autre. Et aussi va s'améliorer avec l'âge. Donc, celle qu'on avait à l'âge de 2 ans est très différente de celle qu'on va avoir à l'âge de 30 ans. Elle va être améliorée, donc plus longue. Alors, ici, je vais vous démontrer comment, quand on injecte la même dose de facteur à 2 patients hémophiles sévères différents, comment ça peut s'éliminer plus vite chez un patient par rapport à un autre et comment un patient est mieux protégé ou moins bien protégé que l'autre. Voilà. Alors, on voit que le patient B va être protégé beaucoup plus longtemps par son facteur 8. C'est sûr que pour décider du niveau de base ou de la concentration de base de facteur 8 dans le sang, quand je dis la concentration de base, je veux dire le taux minimum de facteur 8 dans le sang, c'est-à-dire celui qu'on obtient juste avant de se donner notre prochaine prophylaxie. Il faut prendre en considération le niveau d'activité du patient. Il y a aussi certains patients atteints d'hémophilie A modérée, donc 1 à 5 vont avoir malgré ça une tendance à saigner. Puis ça s'explique assez facilement parce que nos hémophiles A sévères, on les traite avec à peu près en moyenne 10 unités par kilo par jour. Donc, on les augmente de 20 à tous les jours. Les patients hémophiles sévères avec leurs 20 à tous les jours, ça peut être aux 2 jours, là, mais mettons qu'on maintient une moyenne de 20 ils sont beaucoup mieux protégés que le patient qui a toujours 3 ou 4 Il y a certains patients, par exemple, qui ont 3 ou 4 mais qui réussissent à augmenter leur facteur parce que comme ils ont une petite réserve de facteur 8, toutes les personnes qui ne sont pas hémophiles sévères ont des réserves de facteur 8 qu'ils utilisent dans des situations de stress ou dans quand ils font des activités physiques importantes. Alors, certains patients vont réussir à augmenter un petit peu leur facteur 8 suffisamment pour être protégés, mais d'autres ne réussiront pas pour toutes sortes de raisons ou ont un niveau d'activité trop élevé pour le peu de pourcentage qu'ils obtiennent. Alors, eux vont avoir besoin aussi de facteur 8. Et il y a certains patients qui, même avec un niveau de concentration minimum de 1
vont malgré tout développer des saignements. Alors, à ce moment-là, il faut ajuster le traitement. Alors ici, on voit un graphique qui explique la concentration maximale. Donc, on appelle la récupération, c'est-à-dire le niveau de facteur qu'on obtient immédiatement après avoir injecté sa dose de facteur régulière, par exemple. Alors, ça, c'est important à connaître. Et maintenant, c'est le niveau de facteur le plus faible qui est important aussi à prendre en considération. C'est celui qu'on obtient juste avant le prochain traitement de prophylaxie. Alors, ici, idéalement, ce serait bien si le patient pouvait connaître son niveau de facteur à tous les moments de la journée pour pouvoir soit ajuster son traitement en fonction de ses activités ou ses activités en fonction de son traitement, de l'heure de son traitement. Dans la médecine traditionnelle, où mettons qu'on visait des taux de 10 unités par kilo, donc 20 à tous les jours, on se sert seulement que du poids et on va prescrire, par exemple, 500 unités à un patient qui, à tous les jours, par exemple, à un patient qui pèse 50 kg, ça lui donne 10 unités kilo, donc 20 à tous les jours. 250 unités à un patient qui pèse 25 kg, puis 1000 unités à un patient qui pèse 100 kg. Mais ça ne fonctionne pas toujours parce qu'il y a des vitesses d'élimination du facteur qui sont différentes pour chacun des patients. Donc, si on utilise la pharmacocinétique, on va ajuster d'une façon beaucoup plus précise la dose de facteur. Alors, il y a une application qui existe depuis juillet 2018 qui s'appelle WAPS, qu'on peut retrouver dans mon RTCT ou dans MyCBDR. Et puis, pour pouvoir utiliser cette application-là, bien sûr, il faut quand même faire des tests de sang. Il y a deux façons plus précises de faire des tests de sang. Soit la première façon, ça s'adresse plus aux hémophiles qui ne sont pas en mesure de s'injecter eux-mêmes. Donc, ils se présentent à l'hôpital, à la clinique, on leur injecte du facteur. 3 heures plus tard, on leur fait un prélèvement de sang pour mesurer leur taux de facteur 8. Et le lendemain ou 48 heures après, 72 heures après, ils reviennent et on refait un autre prélèvement de sang pour mesurer leur taux de facteur 8. Pour les patients qui se traitent et qui ça me semble beaucoup plus facile, pour les patients qui sont capables de se traiter, ils vont se traiter à la maison avec leur dose régulière. Ils vont se présenter, si leur traitement est aux 2 jours, ils vont se présenter 2 jours plus tard, ou si leur traitement est à tous les jours, ça va être une journée plus tard. C'est important d'avoir leur niveau de base. Donc, ils vont se présenter à la clinique, on fait un prélèvement de sang, on injecte le facteur et on refait un autre prélèvement 3 ans plus tard. Alors, nous, on obtient via CBDR, dans l'application WAPS, on obtient un graphique qui nous indique la demi-vie du facteur du patient. Et grâce à mon RCTC ou MyCBDR en anglais, vous pouvez aller obtenir l'application MyWAPS, qui est très, très facile à comprendre. Et à tout moment de la journée, vous pouvez soit obtenir votre dosage de facteur 8 actuel, réel, ou encore prévoir quel sera votre dosage de facteur 8 à telle heure et peut-être prévoir d'ajuster votre traitement en fonction des activités qui sont à venir. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous présenter maintenant l'histoire d'un enfant qui a été traité avec du facteur 8 dans le passé. Je vais vous dire tout de suite que ce garçon-là cette histoire-là me fait penser à la façon de traiter il y a plusieurs années, mais ce n'est pas ici le sujet de la présentation. Le sujet, c'est vraiment la personnalisation qui a été effectuée parce que c'est quand même pas d'hier qu'on fait de la personnalisation des soins. Donc, c'est un garçon de 13 ans qui a une hémophilie A sévère, qui a été diagnostiqué à sa naissance, qui pèse 50 kilos.
OK. Alors, son phénotype, ça veut dire sa façon d'exprimer sa maladie. C'est qu'il y a eu une première hémorragie au saignement articulaire à l'âge de 2 ans et demi. Mais ces saignements, le taux de saignement était minime dans les 4 premières années de sa vie. On a renforcé le traitement parce qu'il y avait plus d'activité, plus de saignements aussi, vers l'âge de 5 ans à 2 fois par semaine, vers l'âge de 5 ans et demi. Et puis, la prophylaxie a été augmentée, a été complète vers l'âge de 8 ans. Quand on dit complet, c'est qu'on a probablement maintenu un taux de facteur de base minimum à plus de 1 vers l'âge de 8 ans et il s'est mis à avoir des saignements récurrents à la cheville entre 7 et 8 ans. Ah oui, là, il y a eu, on a discuté avec lui de l'importance c'est un, je suis juste cachée un petit peu, c'est un patient qui était planchiste, qui est planchiste actif, donc il fait de la planche. Donc, on a discuté avec lui des besoins et de l'importance d'un équipement de protection pour éviter les blessures. Et surtout, on a commencé à discuter avec lui du choix judicieux d'activités sportives. Il y en a qui sont beaucoup moins à risque de saignement que d'autres. Malgré la prescription d'une prophylaxie de 30 unités par kilo, donc qui devrait l'augmenter autour de 60 1500 unités d'Advait, il présente encore des saignements aux chevilles, plus la droite que la gauche, donc il y a eu des dommages dans sa cheville droite probablement. Et on a discuté avec lui et sa famille sur ce serait quoi sa dose, sa meilleure dose, ce serait quoi la fréquence optimale des injections de facteurs, est-ce qu'il y a une bonne observance du traitement prescrit et est-ce qu'il ne serait pas mieux de pratiquer d'autres activités qui sont plus sécuritaires? On a parlé aussi de la possibilité de modifier la fréquence et le moment de du traitement ainsi que sa dose et d'optimiser son observance des recommandations du traitement par injection de facteur VIII. Donc, on a utilisé 2 échantillons, les pharmacocinétiques ou les demi-vies. Dans le temps, quand moi j'ai commencé, en tout cas, c'était très lourd pour les patients. Ils devaient se présenter à la clinique, avoir 6-7 prélèvements sur une période de 8 heures. Ensuite, ils revenaient le lendemain et ils revenaient le lendemain. Mais ça fonctionnait pareil, donc c'était de surlendemain, c'est-à-dire. Donc, c'était beaucoup plus lourd que juste 2 prélèvements. Ici, on voit un peu ces résultats. Je ne fais pas le tour en détail, mais c'est intéressant de constater qu'il obtient 78 de facteurs dans son sang après s'être injecté 30 unités par kilo. Donc, il répond très bien. On dit qu'il y a une très belle récupération. Et à la fin de sa journée, après 7 heures, il y avait encore 42 %. Donc, c'était quand même, il n'y a pas encore la moitié de son facteur. Du pourcentage de perdu. Alors, si on le regarde sur la courbe, on peut voir, OK, sur les petits points ici, les petits losanges là qu'on voit ici, ça, c'est ses résultats. Puis la moyenne, le pointillé, c'est le pointillé plus bas. Ça, c'est la moyenne des résultats. Alors, il y a une demi-vie quand même meilleure, un petit peu meilleure que la moyenne des hémophiles. Et il y a une demi-vie de 12,7 heures, ce qui est très, très bien. Alors, on lui a proposé deux plans de traitement, soit qu'il se traite aux 2 jours avec 2000 unités, ce qui lui donne 42 unités kilo. Et lui, comme il a une bonne récupération, il réussissait à monter à presque 100 %. On peut voir ici qu'il monte ses niveaux à presque 100 %. Et la deuxième journée, par contre, il commençait sa journée à 20 %. Mais son niveau de base n'était jamais en bas de 4 %. La deuxième option, c'était de le traiter à tous les jours avec 500 unités. Il monte son facteur 8 à 30 % à ce moment-là, mais à tous les jours. Il ne descend jamais, il commence toutes ses journées à 30 % et il ne descend pas jamais, je dirais ici, on marque 4 %, mais je dirais ici 5 %. Ce qui offre une très bonne protection au niveau du facteur. Alors, qu'est-ce que la décision conjointe entre le patient et
le clinicien, c'est un traitement quotidien. Le patient voulait avoir une routine, il voulait s'assurer que les concentrations minimales demeuraient stables, en zone sûre. Il pensait qu'il pourrait faire plus d'activités non planifiées que planifiées. Et puis, il sentait qu'il pouvait être plus normal comme ses amis. Si j'ai encore une ou 2 minutes, je voudrais juste parler du plus normal. J'ai-tu encore quelques minutes? Oui? Okay. Oui, OK. Alors, je voulais juste expliquer qu'on aura beau donner, si une personne est hémophile puis qu'elle s'injecte 100 pour monter son facteur 8 à 100 un peu comme dans ce cas-là, ce qu'il aurait fait tous les 2 jours, son facteur 8, et moi, je ne suis pas hémophile, je m'en vais jouer au volleyball. Je suis une fan de volleyball. Alors, si on va jouer toutes les deux, moi, mon facteur 8, par mon stress et par mes activités physiques, peut augmenter jusqu'à un niveau de 300 alors que lui, son facteur 8 va toujours descendre. Alors, en ce moment, au moment où on se parle, on n'aura jamais l'équité entre la personne qui est hémophile et la personne qui n'est pas hémophile au niveau du taux de facteur 8. Fait que, oui, on peut être plus normal, on peut s'approcher de la normalité, mais selon le traitement qu'on offre actuellement, ce n'est pas une guérison complète. Et je pense que les patients, quand ils ont à choisir leur traitement, doivent prendre ça en considération. Donc, le patient est retourné 2 mois après la modification du plan de traitement. On avait donc diminué la dose, augmenté la fréquence d'administration. Aussi, d'augmenter la fréquence, des fois, ça peut être très désagréable de penser « je vais me piquer tous les jours », mais des fois, ça peut être plus facile d'y penser parce qu'on a l'impression que ça rentre dans une routine. Je me suis piquée hier, je me suis, oui, non, je ne m'en souviens plus, parce que ça change de jour. Ce n'est pas tout le temps les mêmes jours dans une semaine. Ce n'est pas tout le temps lundi, mercredi, vendredi. Il y a une semaine, c'est lundi, mercredi, vendredi, dimanche. L'autre semaine, c'est mardi, jeudi. Fait que ça, pour juste question, je me suis piquée hier, je ne m'en souviens plus. Ça évite à tous les matins, on se traite. Il y en a qui trouvent ça lourd, il y en a pour qui c'est plus facile. Donc, il y a eu une amélioration des résultats à l'examen physique. Il y a eu moins de douleurs articulaires et voilà, le patient était beaucoup plus satisfait de son plan de traitement et de sa réponse à son plan de traitement. Voilà. Alors, on est rendu aux questions ou à Jérémy, je pense. Tout à fait. Merci beaucoup, Claudine, pour le portrait d'un contexte appliqué. Puis, comme on voit, effectivement, il y a toujours la considération des différentes activités puis du contexte de vie, finalement, de la personne à tenir compte. Puis, la pharmacocinétique apportait aussi son lot de questions. Quelqu'un et différentes personnes ont voté sur cette question-là, à savoir s'il y a des défis qui empêchent les tests pharmacocinétiques, finalement. Est-ce qu'il y en a? Le seul défi, c'est qu'ils doivent se rendre, c'est la personne qui n'est pas en mesure de se piquer elle-même, puis qui reste très loin. Donc, elle doit se déplacer 2 fois. Les personnes qui sont extrêmement difficiles à piquer, et à ce moment-là, on a des méthodes, on utilise d'autres méthodes comme des cathéters centraux pour qu'ils puissent obtenir leurs injections. Fait que moi, je ne vois pas de gros défis. En fait, c'est un outil, je pense, qui est assez extraordinaire et qu'on devrait utiliser beaucoup plus. Puis là, je parle pour moi à Sainte-Justine. Honnêtement, c'est la première fois que je l'utilise pour un de nos patients. Là. Puis, je m'aperçois que ça peut être très, très intéressant. Super. Et on parlait aussi de l'application MyWaps. Exactement. Et donc, il y avait des questions à savoir, puis peut-être une question d'ordre logique. Est-ce qu'il s'agit de pouvoir télécharger MyWaps ou on devrait d'abord penser à faire des tests pharmacocinétiques et ensuite télécharger l'application? C'est ça. Il faut il faut que l'infirmière rentre les résultats dans CBDR, dans MyWaps. OK? Fait que là, on va
dans la pharmacocinétique. Je rentre dans mon CBDR, je rentre les résultats des tests de sang, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est 2 prélèvements finalement. Et puis, des calculs qui se font. Puis là, le patient, il pourra à ce moment-là télécharger cette application-là à partir de MyCBDR ou de mon RTCT. Très bien. Donc, d'abord, c'est ça, c'est de contacter son infirmière au centre de traitement de l'hémophilie, de faire le processus pharmacocinétique et ensuite, on utilise MyWAPS pour nous accompagner là, dans le cours de nos traitements. Oui. Mais très bien. Très bien. Bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer à notre troisième partie avec le témoignage d'un patient invité, puis revenir, parce qu'il y avait quand même plusieurs questions là, qui étaient soulevées, qui pourront peut-être être traitées en plénière et partager l'opinion médecin, infirmière et patient également. Donc, je me tourne vers notre patient invité, Jérémy Lagagnère, qui, d'abord, bonsoir Jérémy, merci de te joindre à nous pour partager un peu ton expérience de patient. Bonsoir. Et bien, Jérémy, en fait, on a quelques questions qu'on est bien curieux de savoir finalement l'expérience patient et la personnalisation, comment ça se transpose concrètement. Et toi, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours qui a fait en sorte là, que tu as été vers une approche de traitement personnalisé? Donc, en fait, pour résumer, j'ai eu mon diagnostic de l'hémophilie à 6 mois environ. Et jusqu'à 2 ans et demi, on me traitait juste quand j'avais des épisodes de saignement. À partir de 2 ans et demi, j'ai commencé à avoir des traitements plus fixes. Donc, une prophylaxie, dans le fond. Je me faisais injecter 250 unités 2 fois par semaine. Puis là, à partir de 5 ans, j'ai commencé à avoir plus de saignements en se fiant au nombre d'unités que j'aimerais recevoir par kilo. En fait, j'ai commencé à avoir plus de saignements, puis on ne comprenait pas trop pourquoi. C'est là qu'on a fait des tests de demi-vie, puis on s'est rendu compte que ma demi-vie était extrêmement courte. Donc, en ce moment, elle est à peu près entre 3 et 4 heures, ma demi-vie. Donc, c'est quand même relativement assez bas, assez rapide. Donc, il faut... moi, j'ai vraiment pas le choix, en fait, d'avoir un traitement plus personnalisé. OK. Et justement, ça signifie quoi dans ton contexte d'hémophilie pour toi, la personnalisation d'un traitement? Bien, c'est sûr que ça signifie d'avoir des doses plus quotidiennes. C'est qu'en fait, moi, il faut que je me traite à chaque jour. En ce moment, je suis rendu à 2000 unités. Donc, en fait, il faut que je prenne en considération, par exemple, les activités dans ma journée. Si jamais j'ai à faire du sport, je vais essayer de prioriser, de faire mon traitement le plus possible, le plus près de juste avant mon activité, pour avoir le plus haut taux d'unités dans mon sang possible, pour éviter les blessures, comme Claudine avait dit. Aussi, c'est vraiment essayer d'avoir le traitement le plus adéquat possible. Puis choisir les sports en fonction de mon cas. Donc, par exemple, moi, quand j'étais petit, je faisais du hockey. Puis, une année, on s'est rendu compte que ça pouvait juste pas marcher. C'était des risques de saignement. Le jeu commençait à aller plus vite. Je commençais à recevoir plus des plaqués. Donc, à l'âge de 9 ans, à peu près, j'ai arrêté de jouer au hockey. Puis, avec l'aide, dans le fond, de mon équipe de traitement, ils m'ont conseillé fortement de choisir la natation parce que c'est un sport complet, puis il n'y a pas beaucoup de risques de saignement. Depuis ce temps-là, j'ai vraiment pratiqué la natation pendant longtemps, pendant une période de 7 ans, jusqu'à ce que j'arrête à cause du cégep. Puis ça m'a permis vraiment de me développer musculairement. Puis j'ai remarqué aussi plus une diminution de saignement, vraiment. Puis en gros, c'est vraiment la personnalisation de mon traitement. Ça représente un peu... Oui, ça représente un côté médical que ça, c'est plus l'hôpital qui gère de choisir mon dosage et tout, mais ça représente aussi des choix que moi, j'ai à faire et des décisions plus personnelles que je fais en fonction de mon horaire et que j'intègre dans ma vie quotidienne. Très bien. Fait que tu as eu un rôle important à jouer toi aussi là, dans ça. Super. Et comment ça s'est placé pour toi
comment c'est arrivé l'approche personnalisée, que tu as eu accès à ça dans ta vie? Comment j'ai bénéficié de ça? En fait, c'est vraiment, tu sais, l'information, c'est vraiment l'information que j'ai reçue avec mon équipe médicale. C'est vraiment, ils m'ont donné des informations, ils m'ont donné un traitement adapté. Puis vraiment, j'ai vraiment remarqué un gros changement au niveau de mes saignements. Plus qu'on changeait, plus que on connaissait un peu ma situation, plus que j'ai remarqué une diminution de mes saignements, des diminutions de douleur, des diminutions de tout ce qui est un peu de tout ce que l'hémophilie peut apporter de négatif. Donc, vraiment, je sais vraiment, dans mon cas, la personnalisation de mon traitement, je trouve que a vraiment été bénéfique. Puis, ça m'a vraiment aidé énormément à comme, évoluer en tant qu'hémophile. Super. Et donc, de pouvoir finalement te prendre en charge puis être autonome avec le diagnostic de l'hémophilie. Donc, avec l'équipe de soins, comment l'équipe de soins a collaboré pour rendre ça possible? L'équipe de soins, en fait, ce qui m'a permis d'avoir une personnalisation puis vraiment une bonne gestion de ma maladie, c'est l'information que mon équipe de soins me donnait. Par exemple, on avait des journées dédiées 2 fois par année. Et ça, dans le fond, c'est Claudine, par exemple, elle nous donnait de l'information sur plein de choses qui regardaient l'hémophilie, par exemple, les sports qui sont préférables, des informations de tout qui nous regardait notre vie quotidienne et un peu plus notre gestion de, par exemple, quand est-ce qu'on devait se traiter et tout. Puis ça répondait à des questions qu'on avait, puis que, des fois, nos parents n'ont pas toujours les réponses de tout. Puis encore là, ce que j'ai trouvé de bien, c'est que les parents aussi étaient inclus dans ce processus-là. Donc, c'était pas juste moi qui était livré à moi-même puis qui devait gérer ma gestion, qui devait gérer mon hémophilie. Mes parents m'aidaient aussi, puis, tu sais, vraiment, là, ça apporte un gros plus parce que, tu sais, des fois, c'est difficile, mettons, chaque matin de devoir se traiter. Tu n'as pas le goût, tu es démotivé, mais le fait que, mettons, tes parents soient là pour t'aider à comprendre que c'est important pour toi, puis que tu ne fais pas juste ça pour le fun, dans le fond. Il y a vraiment des effets concrets qui sont observables quand on se traite. Puis ça a été possible à cause de la bonne information que j'ai reçue de mon personnel médical. Puis aussi, dans les rencontres, ce que j'ai vraiment trouvé plaisant, c'est que, tu sais, je n'étais pas vu. Il y avait comme. Je n'étais pas vu comme juste un cobaye ou quelque chose comme ça. Tu sais, on me demandait mon avis, on me demandait mon opinion par rapport aux changements qu'on allait effectuer, par rapport à tout ce qui se passait avec mon hémophilie. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça super. Et puis je suis sûr que ça m'a vraiment aidé à gérer mon hémophilie, puis à vraiment à me responsabiliser, dans le fond, par rapport à ma maladie pour essayer d'éviter le plus possible de saignements et pour vivre le mieux possible avec ma maladie. Par exemple, accepter le fait que malgré le fait que je me traite et que je vais avoir un niveau d'immunité plus élevé, malgré ça, je peux pas, je suis pas normal, donc je vais jamais pouvoir avoir un taux de facteurs qui va qui va atteindre les 300 %. Je ne vais jamais avoir ça. Puis juste comprendre ça, ça nous permet, mettons, de prendre des décisions plus sensées, puis de faire les choix de sport puis d'activités qui vont plus fitter là, avec l'hémophilie puis la gestion de la maladie. Super. Donc, dans le fond, pour toi, ça a été important d'avoir les connaissances puis de se sentir considéré puis pour embarquer finalement là, dans ce programme-là. Ouais. Puis, il y a certainement eu, ça n'a sûrement pas toujours été facile, il doit y avoir eu des défis, que ce soit avant ou en cours de route ou même après le changement de la personnalisation du traitement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, nous parler un peu des défis que ça a représenté? Tu sais,
c'est sûr que avant, dans le fond, avant les modifications de traitement, mais dans le fond, il y a plus de segments qui sont vus, donc ça, c'est un peu plus un côté négatif. Aussi, avant les changements, on peut aussi avoir plus peur, mettons, de développer des inhibiteurs. Là. En tout cas, dans mon cas, ça a été vraiment une de mes peurs, mettons, des changements de produits surtout. C'est une peur qui est présente, mais c'est rassuré. Puis j'ai eu la chance de, comme jamais, d'en développer. Je vais toucher du bois. On espère que ça continue comme ça. Puis, c'est sûr que, par exemple, moi, en ce moment, justement, je suis en train de changer de niveau. Puis, il faut que j'écoule mon stock que j'avais avant. Donc, je me piquais avant à 1500 unités. Et là, je suis rendu à 2000. Donc, ce qu'il faut que je fasse pour atteindre les 2000 unités, genre les boîtes de 2000 unités, il faut que je me pique avec 2 500 et 1000 par matin. Fait que ça complique un petit peu le processus du traitement. Puis, tu sais, admettons, au lieu de me prendre 10 minutes, 15 minutes, ben là, ça m'en prend 20 minimum. Fait que c'est des petits ajustements d'horaire comme ça. Puis, des fois, c'est un petit peu désagréable, mais ça reste que le résultat est toujours positif. Puis, c'est toujours bien d'avoir un traitement plus adapté parce que, tu sais, c'est des inconvénients mineurs pour vraiment d'importants bénéfices. Donc, je trouve que avec les mâles, si on compare les mâles et les biens, ça reste toujours positif. Puis, je suis toujours bien dans la personnalisation de mon traitement. Bien, super. Ça, c'est positif à entendre et ça semble avoir eu des impacts là, importants pour toi dans ta vie. Donc, ben, merci beaucoup de ce partage-là avec nous ce soir. Je pense que ça nous aide aussi à voir l'impact que ça a d'intégrer dès un jeune âge la personnalisation du traitement, puis comment ça vit à travers le temps, comme tu dis, les changements finalement, d'avoir passé l'école, que ce soit secondaire, maintenant cégep, le changement d'activité. Puis finalement, quand on a la compréhension, mais comment tu arrives à moduler finalement en fonction de tes différents besoins pour mener bien ta vie. Donc, merci beaucoup pour ce partage-là. Ça fait plaisir. Et donc, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont rentrées. On serait maintenant à la séance questions. Donc, je ne sais pas si il y a des questions qui vous sont venues au cours de notre échange avec les différents conférenciers. Ce soir, j'en ai eu quelques-unes qui n'ont pas été nécessairement répondues. L'objectif, c'était justement qu'on puisse peut-être avoir un échange un peu plus ouvert à la fin et dont, entre autres, je vois une question qui a été posée plutôt sur peut-être pour Dr Saint-Louis. Est-ce que, selon vous, vous pensez que la plupart des médecins traitants sont à l'aise pour entreprendre une approche de traitement personnalisé? Je crois que oui. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'on veut déjà faire depuis longtemps quand on a des rencontres avec nos patients, de s'assurer que le traitement convient bien. Mais là, avec les outils, puis les connaissances qui sont plus développées en termes de pouvoir viser des niveaux plus élevés, le fait qu'on a dû passer par des changements de produits, mais on sait que les coûts ont baissé, donc les craintes qu'on pouvait avoir de donner des plus fortes doses pour atteindre des niveaux plus élevés font que je pense que tous les médecins maintenant sont tout à fait disposés à ajuster les traitements au fond pour avoir des résultats qui conviennent à chaque patient. Je pense que c'est au niveau des concepts, je suis convaincu que tous les principes, les buts qu'on veut atteindre, tous les médecins les partagent. De mettre en œuvre pour faire, par exemple, utiliser un outil comme My WhatsApp ou Wapimo. Oui, oui.
là, ça demande au fond de s'y mettre. C'est quelque chose qu'on veut faire, nous, en tout cas avec la clientèle adulte à Sainte-Justine. On a entrepris cette année de proposer. Ce n'est pas une obligation pour personne. Et puis, dans certains cas, ça peut ne pas être nécessaire, mais c'est quelque chose qu'on est disposé à faire. Puis je pense que dans les autres cliniques aussi, les autres équipes vont être disposées à le faire de plus en plus. Oui. Très bien, mais merci. La prochaine question, je la tournerai peut-être vers Claudine, ou en fait, peut-être les deux, vous avez un peu un élément de réponse, Dr. Saint-Louis, Claudine, mais disons, Claudine, il y avait une question à savoir, en termes d'approche, quelle serait la suggestion pour quelqu'un qui est intéressé par un traitement personnalisé? Comment on aborde ça avec son infirmière ou son médecin? Le désir d'avoir une approche de traitement peut-être un peu plus personnalisée pour nos besoins. Mais moi, je dirais que l'examen annuel pour les adultes ou l'examen biannuel pour les enfants, c'est le meilleur moment pour en discuter. Mais si vous avez plus de hâte, mettons que vous venez de le passer, l'examen biannuel, tout ça, c'est vraiment pas une grosse affaire pour une infirmière là, d'organiser ça. C'est franchement facile. Parce que surtout si on parle d'hémophilie sévère, qui sont capables de se traiter, vraiment, c'est une prise de sang, c'est 2 prises de sang. C'est vraiment pas compliqué. On rentre les données, c'est pas compliqué non plus de rentrer les données un coup qu'on les a reçues. Et puis, en fait, il faut s'habituer un petit peu. C'est comme quand on a un nouveau gadget là, dans nos ordinateurs, mais c'est pas si difficile que ça. Puis, par la suite, vous obtenez vos réponses. Puis, c'est pas obligé nécessairement de rencontrer le médecin ou de revenir en rendez-vous. Puis, on peut montrer les résultats au médecin. L'infirmière peut montrer les résultats au médecin, puis le médecin, s'il peut proposer même un changement. OK, je vois les résultats. Moi, j'aimerais mieux qu'ils soient traités comme ci, comme ça. Bon, si les patients ne sont pas d'accord, bien là, on peut toujours faire obtenir un rendez-vous. Puis maintenant, c'est la mode des rendez-vous téléphoniques, fait que c'est encore moins compliqué. Donc, je pense que c'est sûr franchement pas lourd. C'est ça. Pour quelqu'un qui habite loin, il faut une coordination. Il faut aussi. Exact. C'est pour ça qu'on essaie aussi de rappeler de ne pas se traiter le jour de la visite si on veut faire des prélèvements pré et puis 3 heures post. Donc, il faut aussi être prêt à rester un petit peu plus longtemps à la clinique. Et parfois, pour avoir une très bonne courbe, des fois, c'est bon d'avoir un autre point, donc de venir, par exemple, une semaine plus tard, dans le milieu de la journée, si on s'est traité le matin, si on a un prélèvement sanguin 6 heures après la dose ou 8 heures après la dose du matin, ça permet encore d'avoir une courbe plus précise. Donc, c'est sûr que ça impose pour une fois un certain nombre de déplacements ou un déplacement où on reste plus longtemps sur place avec 3 prises de sang au lieu d'une seule. C'est ça, au fond, que ça implique. C'est un petit peu plus de temps dédié à cette visite-là, mais ça n'a pas besoin d'être au moment de la visite annuelle. Ça peut être un moment qui convient bien s'il y a une semaine de relâche ou une journée où on ne travaille pas ou si on est en congé. C'est possible de le faire et d'accommoder chaque patient dans la mesure du possible. Oui. Et donc, est-ce que c'est bien chaque patient qui est candidat à ce genre de test? Oui, donc on peut, au fond, calculer les paramètres de pharmacocinétique pour tous les patients, mais encore une fois, c'est particulièrement important si on pense qu'on n'est pas satisfait des résultats qu'on a ou on pense on aimerait changer de cédule de traitement, quelqu'un qui se traite aux 2 jours, qui voudrait aller aux 3 jours ou qui veut se traiter. Donc, si tout va bien, il n'y a pas d'urgence à faire ce test-là. Et comme je vous dis, on faisait une forme un petit peu abrégée de pharmacocinétique. Déjà, quand on a fait tous les changements de produits, on faisait un prélèvement avant et après. Ça nous permettait de nous assurer que les seuils minimaux étaient atteints. Mais si on veut aller utiliser les outils plus poussés, c'est ouvert à tous les patients avec déficience en facteur 8 et facteur 9. Pour certains déficits plus rares, comme le déficit en facteur 7,
Malheureusement, je ne pense pas qu'on a l'outil pour calculer la demi-vie. Donc, pour la maladie de von Willebrand, ça ne s'applique pas non plus, mais pour tous les patients avec déficit en facteur 8 ou facteur 9, ça s'applique. Et c'est dans la mesure où on veut explorer un changement de traitement qu'on voudrait le faire. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Si tout va bien, on peut continuer comme on fait en ce moment. Très bien. Et merci. En fait, je crois qu'on arrive à avoir couvert la majorité de nos questions, à moins qu'il y en ait d'autres. Je pense qu'à l'instant, j'en vois d'autres entrées. Mais disons, une question qui avait suscité de l'intérêt était à l'égard puis je pense qu'on a parlé un petit peu là, des différents types d'horaires occupationnels des personnes dans les études de cas. Mais spécifiquement, donc, est-ce que la thérapie personnalisée permet toutes les activités physiques? Si je peux me permettre de répondre, je pense que… Oui, tout à fait. Oui, je pense que non. Je pense qu'il faut, comme j'ai dit, c'est pas égal entre un hémophile, même l'hémophile traité 100% à tous les matins, n'est pas égal à une autre personne. Puis on s'entend que jouer au soccer, c'est il y a des sports qui sont malheureusement beaucoup plus difficiles pour certaines articulations. Même les personnes qui ne sont pas hémophiles reviennent souvent amochées de ces parties-là. Je ne dis pas que ce n'est pas bon pour la santé et tout ça, là, mais je pense qu'il faut faire une balance entre les deux. Il faut vraiment, parce qu'il y a l'approche personnalisée, puis il y a aussi ce qu'on appelle la collaboration patient-médecin, il faut vraiment faire son bout de chemin chacun là. Essayer de choisir des sports qui vont nous apporter autant de bénéfices que le sport qui est plus à risque. Je le sais que ce n'est pas facile dans la vraie vie. On a un groupe d'amis qui pratiquent tel sport. On aimerait mieux pas, ce n'est pas nécessairement notre choix. Je le sais que c'est facile à dire, mais il faut essayer de s'ajuster d'un côté et de l'autre, puis de voir les inconvénients puis les avantages. Très bien. Donc, c'est ça. Puis je pense que c'était reflété aussi même au niveau de notre patient qui a parlé de ses activités, puis qui a revu certaines activités pour en favoriser d'autres. Puis, donc, je pense que ça faisait peut-être un peu pont sur la question. Je voyais aussi une question en lien avec les changements avec l'âge ou en fait, c'est peut-être en question du profil pharmacocinétique. Est-ce que, dans la dernière question entrée, est-ce que le profil pharmacocinétique, lui, change à travers l'âge? Oui, absolument. Il s'allonge avec l'âge. D'ailleurs, c'est classique chez les enfants. On est toujours surpris du seuil minimal, à quel point il est bas, malgré des traitements qui sont quand même assez agressifs. Parce que, évidemment, quand on est petit, on pèse 10 kilos, on donne 500, ça monte vite, là, le niveau de facteurs. Là. Puis on le donne à tous les jours, souvent. Puis, ils ont besoin de leur traitement tous les jours. Beaucoup de patients, alors qu'un traitement de 500 unités pour certains adultes peut être très, très bien les protéger. Alors oui, avec l'âge, ça s'améliore. C'est ça. Quand on a atteint sa corpulence normale, quand l'adolescent a fini de se développer, à ce moment-là, sa pharmacocinétique ne devrait plus changer, mais elle peut évoluer. Les petits-enfants, surtout moins de 6 ans ou moins de 12 ans, en moyenne, donc la demi-vie et la récupération est moins bonne que chez un adulte pour une même dose par kilo. Maintenant, quand on change de produit, c'est là qu'il y a des différences subtiles entre même des produits qui ne sont pas modifiés. Donc, par exemple, pour un produit X, ma pharmacocinétique va rester la même au fil des années. Mais si je change pour un produit Y, là, elle pourrait être légèrement différente parce qu'entre les différents concentrés, il y a… Donc, c'est absolument pas des différences très drastiques, mais il peut y avoir des différences. C'est sûr que les produits qui sont modifiés spécifiquement pour en prolonger la demi-vie, donc les produits à action prolongée ou à demi-vie allongée, ces produits-là, donc on les donnerait parce qu'ils sont difficiles à obtenir au Québec, mais
on les donnerait dans l'espoir d'avoir une meilleure demi-vie. Mais là, c'est sûr que ça va être différent. Donc, quand on change de produit, il faudrait en théorie refaire une pharmacocinétique, même quand on est un adulte. Oui. Et donc, même dans les produits à demi-vie prolongés qui font leur entrée ou qui tardent peut-être un peu dans le contexte du Québec à faire leur entrée, il est possible d'adapter en fonction de la pharmacocinétique de la personne. C'est ça. Donc, au fond, si la cible, par exemple, c'est de jamais être en bas de 4 pour une personne à cause qu'il c'est un travailleur manuel, par exemple, quelqu'un qui travaille dans la construction, on peut dire qu'il ne faudrait jamais être en bas de 4 ou 5 ou il faut avoir tel niveau. On peut trouver des solutions, des cédules de traitement qui conviennent qu'on ait un facteur 8 régulier ou un facteur 8 à demi-vie prolongée. Mais c'est sûr qu'on va devoir utiliser des doses plus fréquentes ou des doses plus élevées. Donc, c'est toujours possible d'atteindre certaines cibles, peu importe le produit, c'est juste qu'il faut, les doses vont changer à ce moment-là. Donc, je pense que c'est possible de personnaliser très bien les traitements, même si on n'a pas accès à certains traitements. Mais c'est sûr qu'il y aurait des cédules différentes. Le nombre d'injections serait moindre, c'est sûr, si on a un produit dont l'élimination en général se fait plus lentement. Très bien. Est-ce que, je pense qu'on fait le tour un peu, puis on a parlé aussi, en fait, là, brièvement des molécules ou des produits à demi-vie prolongés qui sont disponibles, donc peut-être, ou en tout cas du moins, où il y a plusieurs à l'objet d'études ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on a des nouvelles à partager à cet égard-là ou est-ce qu'on avait une mention à cet égard-là? Bien, c'est sûr qu'au Québec, on a un contexte où le gouvernement et EMA Québec restreint l'accès à ces produits-là. Donc, il faut faire des demandes spéciales individu par individu pour obtenir l'autorisation. Puis le comité qui prend la décision par rapport à ça, le comité au ministère est assez sévère jusqu'à maintenant. Donc, il y a peu de patients au Québec, il y en a peu qui ont accès aux produits à demi-vie prolongée. Cependant, une bonne nouvelle qu'on a appris tout récemment, la semaine dernière, à la rencontre annuelle des centres d'hémophilie, c'est que le gouvernement a accepté d'élargir les critères pour les enfants de moins de 12 ans pour ce qui concerne le facteur 9. Donc là, on pense qu'on va avoir possibilité de mettre beaucoup plus, donc, où tous les patients de moins de 12 ans où le facteur 9 à demi-vie prolongée a une élimination nettement plus lente que le facteur 9 régulier. Les différences en ce qui concerne le facteur 8 sont plus marginales, mais en ce qui concerne le facteur 9, les différences sont assez importantes. Donc, il semble que là, les critères vont être élargis. On est bien content de ça. Ce n'est pas encore suffisamment libre comme accès à notre goût, je pense, mais pour le moment, c'est les paramètres que le gouvernement nous impose. Bien, merci. C'est bien ça finit sur une bonne note, disons, sur les nouvelles en termes de nouveaux traitements et ça complète aussi nos questions que nous avons reçues. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose que vous vouliez rajouter, Claudine ou Dr. Saint-Louis. Donc, je pense que vous avez déjà fait le tour. Vous avez été bien dans les détails de l'approche personnalisée puis des avantages que ça représente avec les rôles et responsabilités de chacun puis la collaboration entre l'équipe traitante et la responsabilisation du patient aussi. Merci beaucoup pour votre temps, votre partage ce soir, les informations transmises. Merci beaucoup, Jérémy, de ton témoignage et qu'on voit les impacts concrets d'avoir des professionnels qui actualisent les approches puis voient à ce que ce soit encore davantage bénéfique pour les jeunes. Donc, c'est toujours intéressant de voir ça. Donc, à vous trois, merci et merci à tout le monde d'avoir participé à notre webinaire. Nous sommes maintenant à 19h34 et on
pourra clore ici. En termes de, au moment où est-ce que vous allez fermer, vous allez voir techniquement une page apparaître pour répondre à un sondage. Donc, on apprécierait avoir vos commentaires sur le webinaire pour nous permettre de pouvoir répondre davantage à des besoins spécifiques qui seraient à couvrir ultérieurement. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.